Épisode 156. Encadrement individuel, entraîneur privé et de position, cyclisme et entraînement en endurance avec Yannick Bédard, MSC. Bonjour tout le monde et bienvenue à Temps d'arrêt avec Coach Frank, présenté par Mador Hamel. Je suis votre animateur François Rodrigue et mon intention avec ce balado est de déconstruire l'art et la science du coaching. En tant que docteur en coaching, j'ai la chance d'accompagner des entraîneurs professionnels et d'analyser la science à chaque semaine. Ce podcast est donc ma façon de vous amener au cœur de mon travail en décomposant les stratégies que j'aborde avec ces entraîneurs ou bien en interviewant des sommités qui mènent des études scientifiques en lien avec le coaching. Et aujourd'hui, on plonge dans l'encadrement individuel avec Yannick, qui pour moi est un entraîneur de référence au Québec ou même dans la francophonie et surtout en cyclisme. Pour les gens qui suivent le balado de façon plus régulière, vous comprenez que le cyclisme, c'est un peu en dehors de ce qu'on fait habituellement. Mais il y a une question qui est centrale pour moi, qui a mené à cette conversation-là que je vous partage aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut bien encadrer un athlète individuel qui fonctionne dans un sport collectif ou qui va faire partie d'équipes nationales à certains moments. Et je pense qu'on peut parler de ça aujourd'hui parce que mon invité est Yannick Bédard, kinésiologue et entraîneur de cyclisme de haut niveau. Puis la raison pour laquelle j'ai choisi d'inviter Yannick, c'est parce que je pense qu'il est excellent à bien discuter de l'encadrement individuel dans le cadre du cyclisme et que ça peut s'appliquer, à tous les entraîneurs individuels dans un sport individuel, évidemment, mais aussi des entraîneurs de position dans les sports d'équipe, comme des entraîneurs de gardiens de but, les entraîneurs de corps arrière. Parce que on a une relation, veut pas, quand on a ces rôles-là, qui est différente de l'entraîneur des attaquants ou que l'entraîneur des demi-défensifs, par exemple, si je reviens respectivement au hockey et au football. Et Yannick, je pense qu'il sait de quoi il parle, parce que, il détient une maîtrise en kinésiologie et le plus haut niveau de certification du PNCE. Ancien coureur, il dirige aujourd'hui Cible Performance, où il offre un suivi personnalisé à des athlètes. Il a également été nommé entraîneur de l'année par Cyclisme Canada et la FQSC. Il accompagne l'équipe nationale en Europe plusieurs fois par année. Il est aussi formateur et impliqué dans les comités de développement des entraîneurs au niveau provincial et au niveau national. Et donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, on aborde l'importance de développer sa propre vision du développement de l'athlète quand on est un peu un entraîneur privé / un entraîneur individuel. Les enjeux parallèles aussi qui pèsent sur la carrière de l'athlète, et aussi le dosage au niveau de la planification et de la réaction quand on gère la performance d'un athlète. Est-ce qu'on se base juste sur la dernière compétition pour déterminer ce qu'on va planifier ou est-ce qu'on planifie tout d'avance puis on laisse fi de la compétition? Bien entendu, la réponse elle est plus nuancée de ça. Et c'est là qu'aujourd'hui, je trouve qu'on est vraiment dans une belle conversation grâce à Yannick au niveau de l'art et la science du coaching. D'ailleurs, si ces questions te parlent, je t'invite à t'abonner au balado ou à l'infolettre via le site web coachfrankphd.com. À tous les auditeurs et toutes les auditrices fidèles, je vous invite aussi à me suivre sur les réseaux sociaux @coachfrankphd dans un mot. Que ce soit sur les médias sociaux ou via l'infolettre, on partage des trucs et des ressources utiles. Avant de débuter, je précise que ce balado est indépendant de mon rôle de professeur en kinésiologie à l'Université du Québec en Outaouais. Je précise aussi que j'ai collaboré dans le passé avec Yannick. Comme je prends les conflits d'intérêt très au sérieux, je vous invite à consulter la page concernant mes engagements professionnels sur mon site web, le coachfrankphd.com pour en savoir plus. Sur ce, bon podcast. Mais Yannick, bienvenue à Temps d'arrêt. Merci de m'avoir invité. Ça me fait plaisir. Merci de prendre le temps de discuter un sujet important. Je pense qu'avec toute l'expérience que tu as en encadrement individuel, il y a plein de personnes qui vont pouvoir en retirer des choses à appliquer concrètement dans le coaching. Tu sais, juste en pré-conversation, tu me parlais de l'importance du côté humain, toutes les choses qu'il fallait considérer là-dedans. Mais avant qu'on plonge dans le vif du sujet, j'aime tout le temps ça, mettre la table, puis savoir un peu la passion de la personne, elle vient de où, tu sais, mais justement, toi, là, comme, en ce moment, t'es coach à temps plein en cyclisme, comme au privé, donc à ton compte. Comment t'en es venu à te lancer dans le coaching à temps plein là-dedans?
C'est quand même une belle histoire que j'aime raconter parce que c'était un peu un concours de circonstances. Bon, j'ai fait mon cégep en sciences nature, puis bon, je savais que je voulais aller un peu vers les sciences de la santé, mais je savais pas trop dans quoi me diriger. Fait que dernière session de mon deck, j'ai appliqué en physio, en ergo, en chiro. Puis je me suis dit, je vais appliquer aussi en kinésiologie, comme ça, si jamais je suis pas pris dans mon plan A, ben je pourrais faire un an en kin, puis après ça, ben réappliquer dans les professions que je pensais à ce moment-là qui m'intéressait plus. Puis l'été entre mon cégep et mon université, l'équipe cycliste de ma région, dans laquelle j'avais déjà fait des compétitions, j'avais déjà fait partie comme athlète à l'époque, avant que je devienne junior et élite. Je cherchais un entraîneur pour pouvoir encadrer les jeunes, parce que dans les années précédentes, c'était beaucoup des parents qui s'en occupaient, qui coachaient. Puis là, ils disaient, on aimerait ça avoir quelqu'un qui est là comme plus neutre, qui peut partager sa passion, partager son expérience en course aussi. Donc, ils m'ont proposé le poste. Puis, bon, moi, ça faisait 5 ans que je travaillais au McDo à ce moment-là. Je me disais, je pense que j'ai besoin d'un peu de changement, bien que j'ai apprécié cette expérience de travail-là. Puis, donc, j'ai commencé ça, le coaching. Au début, j'étais là aux entraînements 2 fois par semaine. J'étais pas là nécessairement aux compétitions parce que moi, je faisais des compétitions pour moi-même aussi à ce moment-là. Puis, j'ai vraiment aimé cet été-là. J'ai découvert une nouvelle passion, de pouvoir transmettre justement cette passion-là, de voir un peu l'impact qu'on pouvait avoir sur des athlètes. Puis finalement, au courant de l'été, j'ai appris que j'avais pas été accepté dans mes plans A ou dans mes premiers choix. Puis c'était correct parce que je me dis que finalement la kinésiologie était devenue mon plan A, parce que j'avais vraiment aimé ça, ce que j'avais vécu dans l'été précédent, puis que je venais de trouver ma voie puis ma carrière. C'est fou quand on découvre quelque chose qui nous intéresse, puis les séances d'entraînement au départ, comme on finit par se gratter, puis là, je savais pas qu'on pouvait faire tel protocole, puis ça allait donner tel impact, ou après ça, tel système énergétique, on pouvait l'entraîner mieux comme ça. Puis là, tu finis par gratter, puis tu te rends compte qu'il y en a tout le temps comme plus à apprendre. Mais tu me parlais justement de ton premier été, là, tu dis, ça m'a marqué l'impact qu'on pouvait avoir et tout ça. Y a-tu comme une histoire ou comme qu'est-ce qui t'a le plus marqué justement de cette première expérience-là en coaching? Je pense que c'est de voir l'impact que je pouvais avoir sur le développement des athlètes puis des gens, en fait. De voir que, faire quelque chose ou expliquer quelque chose qui était quand même relativement évident pour moi, que je faisais depuis des années, de pouvoir l'expliquer à un athlète plus jeune, puis de voir qu'il l'applique, puis qu'il voit des résultats, puis qu'il dit « Hey, c'est vrai ce que tu m'as dit comme truc, ça fonctionne vraiment ». Je pense que c'est ça qui m'a drivé un peu dans ça. Ouais, puis c'est fou comment dans les premières expériences de coaching, comme on va parce que moi c'est aussi ce qui m'avait marqué, tu sais, de voir à quel point tu peux, je partage quelque chose avec un athlète ou une athlète, puis justement il l'applique, ça fonctionne, puis là tu vois le progrès, c'est vraiment gratifiant aussi de voir les autres. Puis justement comme en pré-conversation, tu me parlais du côté humain, puis tu me disais comment est-ce que le côté humain c'est pour toi c'est important, comme dans le coaching et tout ça, comme qu'est-ce qui t'a fait réaliser ça? Justement que le côté humain, ça avait une valeur particulière parce qu'en cyclisme, généralement, on tombe rapidement dans les watts, puis dans les intervalles, puis dans le kilométrage qu'on peut faire, le volume et tout ça. Comme qu'est-ce qui t'a fait réaliser ça? Ce qui me vient à l'idée d'emblée, c'est une conversation avec une athlète que j'ai eue. Puis cette athlète-là, on parlait de tout de rien, puis à un moment donné, c'est vraiment confié sur quelque chose qui était vraiment très personnel, j'ai envie de dire, et très qui la touchait beaucoup. Puis c'est là comme que j'ai réalisé comme OK, si elle me partage ça, c'est qu'il y a vraiment un lien de confiance qui a été créé. Il y a vraiment un désir de vouloir partager ça pour pouvoir se faire aider. Je pense que c'est vraiment cet événement-là qui m'a permis de dire OK, je peux vraiment avoir un impact plus grand que des performances sportives. Puis avec l'expérience que tu as aujourd'hui, justement, comme tu sais, le lien de confiance, en cyclisme, comme j'ai dit, on tombe souvent dans les watts rapidement, mais comme à quel point ça a un impact ou c'est quoi le rôle que ça joue ou comment est-ce que tu intègres ça justement dans ton coaching, dans l'encadrement que tu vas fournir aux athlètes? Parce que comme le côté humain veut pas, l'humain, c'est la base de la performance. La performance vient d'une personne qui a une vie qui est plus grande que sa performance et tout ça. Fait que justement, question un peu vague, un peu entrecoupée de plein de choses, mais en réalité, comment est-ce que tu finis par prendre ça en considération? Moi, je pense que, je vois l'athlète comme une personne et un tout, là. Je veux dire, c'est facile en cyclisme particulièrement. On a tellement accès à des données, à des chiffres. Ça peut devenir très, très mathématique. Puis,
autant que j'ai un côté très analytique et j'adore cet aspect tangible du cyclisme où on peut vraiment analyser des chiffres, que on peut pas tout expliquer seulement avec des chiffres non plus. Donc, c'est important d'avoir le feedback de l'athlète, de voir comment elle sent, de voir ce qui se passe dans sa vie, puis comment ça peut impacter sa récupération ou sa capacité à générer les efforts qu'on veut faire. J'aimerais prendre une petite pause pour reconnaître notre partenaire titre, Mador Amel. C'est un cabinet d'assurance avec permis d'investissement chez Investia Services Financiers. Ma famille leur fait confiance depuis 2011 pour notre planification financière et cette relation nous a permis de concrétiser plusieurs projets importants, dont l'achat de notre maison idéale en 2019 et le financement d'un projet paysager majeur en 2022. Leur plus grande force, c'est le conseil humain avec les ressources d'une institution des ligues majeures. Pour prendre votre premier rendez-vous gratuitement, visitez madoramel.com et mentionnez Coach Frank. Avec tous les projets qui s'accumulent, la gestion de projet devient un point central de notre réussite quand on est un professionnel. Justement, Wise Era Technology aide les entreprises à transformer leur vision en valeurs concrètes. L'équipe de Wise Era Technology développe des logiciels de gestion de projet et des CRM sur mesure qui sont adaptés à la réalité de chaque organisation. Ils travaillent avec des PME, autant dans le secteur privé que public, à travers différents domaines de l'immobilier au manufacturier. Puis même en passant par l'administration du sport, un secteur dans lequel ils accompagnent plusieurs organisations. La plupart des organisations font face à une réalité commune, des opérations désorganisées, des outils mal intégrés, une perte de temps et surtout, ce qui, moi, m'irrite le plus quand je suis en gestion dans un projet, un manque d'agilité pour prendre des décisions. Il faut être capable de prendre des bonnes décisions rapidement. C'est là que Wise Era intervient en structurant les opérations et en bâtissant des systèmes performants sur la plateforme monday.com. Wise Era, c'est là où la technologie rencontre l'exécution. Super intéressant, Yannick. Là, tu me parles de l'encadrement individuel, du suivi d'un athlète individuel. Comment tu vas chercher ce feedback-là, justement? Parce que, tu sais, je travaille avec des coachs de différents sports, puis c'est pas toujours évident, justement, d'aller chercher ce feedback-là, puis d'être capable de bien juger comme, OK, est-ce qu'on a besoin, justement, de plus de récupération? On a-tu besoin de slacker sur la charge, etc.? Fait que, comment tu vas chercher ce feedback-là, en général? Écoute, aussi simple qu'un bon coup de téléphone, là. Le bon vieux téléphone, ça fonctionne encore bien, à mon avis. Bon, c'est sûr que dans le day-to-day, il y a beaucoup d'échanges de textos, WhatsApp, Messenger, peu importe la plateforme. Mais je pense qu'à un moment donné, oui, ça peut être très bon de pouvoir utiliser ça pour des questions comme plus rapides, plus techniques, mais d'avoir un appel avec les athlètes, des fois, de pouvoir leur parler. Je pense que c'est bénéfique, d'autant plus que le cyclisme est un peu un sport spécial dans le sens où je suis pas nécessairement toujours physiquement avec les athlètes. Des fois, quand je parle avec d'autres entraîneurs, c'est comme une réalité qui est un peu différente. Donc les athlètes souvent sont en Europe, sont un peu partout dans le monde, s'entraînent un peu quand même de façon individuelle. Des fois, ils ont des projets où ils sont avec leur équipe cycliste, avec leur équipe ou un projet d'équipe nationale, par exemple. Donc, je suis pas nécessairement physiquement avec eux toujours. Donc, de pouvoir avoir un contact vraiment audio, là, visuel, un contact par téléphone, en fait, ou ça peut être un FaceTime ou peu importe, là, mais ça permet de pouvoir aller vraiment bien chercher les informations que j'ai besoin pour pouvoir faire la suite du plan d'entraînement, par exemple. Super intéressant. Fait que ce que j'en retiens comme principe directeur, c'est un peu la messagerie pour quelque chose qui est un peu plus technique, plus discret, plus comme, tu sais, noir sur blanc si on veut. Discussion, ça peut être téléphone, autre, pour voir plus les nuances de l'entraînement. Mais tu sais, tu me parlais de ça, d'avoir des communications régulières. Puis ça, je sais, pour toutes les conversations qu'on a eues dans le passé, que je pense que c'est une de tes forces. Tu sais, t'es super réactif au niveau de l'encadrement que tu fournis au niveau de tes athlètes. Puis ça, bravo. Mais moi, je vois le contre-coup des fois où est-ce que on tombe des fois dans l'ajustement trop rapide, où on est comme trop réactif. Puis je dis pas que c'est ton cas, évidemment. Moi, le but, c'est plus de t'amener dans la conversation puis de voir comme comment est-ce qu'on peut doser l'ajustement de l'entraînement adéquatement. Voulant dire que, OK, j'ai mon feedback. Mettons que je parle à l'athlète 5 fois semaine, puis que le mardi me dit qu'il est fatigué, le jeudi me dit que ça va bien. Mais en même temps, des fois, c'est comme normal d'être fatigué. Des fois, ça va bien, mais il faudrait faire des ajustements. Puis le point avec ça, c'est de dire, je trouve que une des forces des entraîneurs, c'est que souvent, c'est des hommes, des femmes d'action. Du monde qui prennent le taureau par les cornes, vont faire des modifications, vont chercher ce qu'ils ont besoin.
Mais le défaut d'être une personne d'action, c'est aussi des fois qu'on peut être trop réactif puis faire des ajustements trop rapidement. Fait que comment est-ce que tu deals avec ça pour t'assurer qu'on n'est pas tout le temps en train de faire des modifications trop vite? Parce qu'à un moment donné, comme la fatigue, ben tu sais, si on est dans un gros bloc d'entraînement puis qu'on a trois séances que le volume est super élevé, ça va arriver aussi. Fait que comment tu deals avec ça? Ah ben faut doser, c'est clair là. Puis c'est pas parce que l'athlète va me dire qu'il ou elle est fatigué qu'on va tout changer le plan non plus. Je pense que ça vient dans l'espèce justement de lien de confiance, de savoir un peu est-ce que l'athlète est vraiment fatigué ou pas qu'il est vraiment fatigué ou pas, mais que à quel point ça va devoir impacter un changement dans l'entraînement ou non. Comme tu l'expliquais, je veux dire, c'est sûr que c'est dans un camp d'entraînement puis que l'athlète me dit je suis fatigué, ben c'est normal. Donc juste ça, des fois, ça rassure l'athlète aussi, de comprendre que OK, ben c'est normal que je sois fatigué. Après ça, est-ce qu'on peut se faire un genre de barème de OK, à quel point tu es fatigué? C'est comme moi, si j'ai prévu que ton niveau de fatigue est tant, mais que tu es au-dessus, OK, qu'est-ce qui explique ça? Est-ce que c'est stressant pour le moment ou pas? Est-ce qu'on se fait un suivi dans une journée, 2 jours, 3 jours pour voir est-ce qu'on est revenu sur ce que j'avais anticipé comme fatigue ou ça reste stable ou bien c'est en train d'augmenter de façon exponentielle et là, il faut réagir. Okay. Et donc là, tu me parlais d'anticiper comme fatigue. Est-ce que c'est quelque chose que tu planifies comme discrètement, là, puis dans le terme anglais, mais comme de façon explicite dans ton entraînement, justement, tu dis, OK, on arrive à ce moment-là, oui, le niveau de fatigue, je m'attends à ce qu'il soit un 8 sur 10 ou des choses comme ça? Plus souvent, je l'anticipe. Comme je sais que avec ce que je planifie, j'ai quand même une bonne idée de la fatigue prédite ou prévue de l'athlète. Mais il y a certains endroits où des fois, comme je mets dans une fin de bloc où je sais que l'athlète va être très, très fatigué, je l'écris dans le plan comme aujourd'hui, tu risques d'être fatigué, mais à la limite, je peux même écrire des fois, OK, ben regarde pas les watts aujourd'hui, on s'en fout des watts. Tout ce que je veux, c'est de faire la durée en temps. Donc là, ça rassure parce qu'il y a des moments en fin de cycle que les watts sont peut-être plus difficiles à aller chercher, mais on veut comme aller creuser un petit peu plus fort en termes de volume pour aller chercher d'autres adaptations physiologiques. OK, fait que c'est intéressant. Fait que ce que j'entends dans les choses que tu fais, c'est que, tu peux le normaliser par certains moments, dire, OK, il y a de la fatigue, c'est normal, on s'y attend. De l'autre côté, après ça, c'est on va le communiquer en avance à l'athlète pour être sûr qu'il est au courant que, hey, ça se peut que ça soit tough dans ces moments-là. Puis des fois, ben, si tu vois que c'est exponentiel versus ce que tu avais vu ou que c'est plus prononcé que tu avais vu, là, il va y avoir un ajustement. Mais ça, c'est vraiment une de tes forces. Puis c'est la raison pour laquelle tu es là aujourd'hui. Comme, tu sais, puis ça fait longtemps qu'on avait jeté l'idée ou mis l'idée sur la table d'avoir une conversation ensemble. Puis comme j'ai dit, puis comme je dis tout le temps, comme je veux qu'on ait une conversation le jour qu'il y a un sujet clair, numéro 1, puis 2, qu'on a vraiment quelque chose dans lequel qu'on veut, tu sais, comme on veut plonger, puis je pense que ça peut être intéressant pour toi, pour moi, puis pour l'auditoire. Puis la raison pour laquelle tu es là, c'est que je veux parler de l'encadrement individuel parce que je pense que tu es excellent dans ce que tu offres comme encadrement individuel. Puis récemment, je parlais à des coachs de sport plus technico-tactiques, là, si on veut, comme tu sais, le judo, en tennis, en lutte même. Puis trop souvent, ce que je remarque au niveau de ces entraîneurs-là, c'est encore des sports individuels. Puis il y a quelques entraîneurs de sport d'équipe aussi qui sont dans un format individuel. Tu sais, je pense aux entraîneurs des corps arrière, entraîneurs des gardiens de but, par exemple. Mais souvent, ce que j'ai remarqué dans mes dernières conversations, c'est que la planification est faite en réalité en fonction de la dernière performance. Ah, j'étais au championnat national, l'athlète a manqué telle technique, ben on va améliorer ça. Ah, l'athlète n'était pas assez fort à telle compétition, ben là on va travailler sa force. Après ça, puis je le vois dans plein de sports. Puis ça pour moi, c'est un peu quelque chose, si un coach à l'écoute en ce moment, c'est quelque chose que je pense qu'il faut être un peu plus délibéré. Je pourrais dire qu'il faut pas prendre en considération la dernière conversation, la dernière performance, mais je pense qu'il faut aller au-delà de ça. Puis c'est la raison pour laquelle que tu es là. Fait que long préambule pour dire, OK, mais là, ce qu'un athlète t'approche justement en préparation de la prochaine saison, comment tu t'y prends au début de l'encadrement? Parce que tu me parlais il y a quelques instants, tu sais, d'anticiper la fatigue, de la prévoir. Mais OK, on a Valérie, on a Jonathan qui s'en viennent te voir. Comment tu t'y prends au début de l'encadrement pour comme mettre la table et dire, OK, voici comment on va avancer? Écoute, la première étape, quand j'ai un athlète, ou une athlète là, qui m'appelle pour du coaching, je pense que c'est d'avoir un appel pour un peu voir la philosophie de coaching, s'assurer on est un peu sur la même page sur ça. Donc j'essaie de leur expliquer comment je fonctionne, c'est quoi les grandes lignes de ma philosophie, puis s'assurer que ça fait du sens pour l'athlète, parce que si l'athlète comprend est pas capable d'être en confiance avec ce que je propose, ça ira nulle part, dans le sens où, puis que ce soit bon ou pas,
je veux dire, il faut que l'athlète ait quand même confiance avec où on s'en va. Puis ensuite, ben, quand cette étape-là est réalisée, puis que là, on commence le processus de suivi officiellement, c'est une première rencontre où on va vraiment apprendre à se connaître. Je pense que c'est important. Là, j'ai comme au bac, on appelait ça de l'anamnèse, d'avoir comme une série de questions pour pouvoir apprendre à connaître davantage l'athlète. Donc, j'essaie d'aller large quand même sur, bon, oui, les anciennes performances, mais aussi la nutrition, la récupération, qu'est-ce qu'elle fait comme à l'école. Puis, tu sais, on est quand même d'avoir un portrait global beaucoup plus complet de ce qui peut impacter, influencer la qualité d'entraînement dans les semaines, mois, voire idéalement années futures. Parce que j'ose croire que j'aime pouvoir offrir un encadrement sur plusieurs années qui permettra de pouvoir avoir un développement plus grand à long terme. Super intéressant. Fait que, justement, tu parles de nutrition, hydratation, sommeil, si j'ai bien compris. Tu parlais des anciennes performances. Qu'est-ce que tu vas enquêter, étudier, examiner justement dans les anciennes performances de l'athlète? Peut-être voir un peu le niveau de l'athlète. Ben, évidemment, la catégorie dans laquelle il performe, donc ça va être différent quand je commence à travailler avec un athlète qui est d'âge 17 ou junior versus la personne a déjà fait des courses en Europe dans une équipe nationale, par exemple. Donc, c'est sûr que le background de l'athlète va avoir une influence sur comment je peux influencer l'entraînement, mais aussi l'expérience d'un athlète. Par exemple, une athlète qui a consacré beaucoup d'années au ski de fond, veut faire un changement plus vers le vélo, ben il y a des choses différentes qu'on va devoir travailler comparativement à quelqu'un qui fait déjà du vélo depuis plusieurs années, par exemple. Comme quoi? En termes de volume, tu vois, je veux dire, des fois, il y a des athlètes qui, dans un autre sport ou qui peut-être un peu de rattrapage à faire par rapport au volume d'entraînement. Tu sais, même si dans ma charte de développement, un athlète U23 doit faire tant d'heures de vélo par semaine en moyenne, idéalement, si le gap avec ce qu'elle a fait dans les dernières années est trop bas, ben il faut y aller progressivement. On peut pas nécessairement augmenter le volume de 50% en un an pour essayer de rattraper l'écart trop rapidement. Puis la charte de développement, c'est-tu quelque chose que tu as trouvé à l'externe ou c'est quelque chose que tu as bâti toi-même? Je l'ai bâti moi-même, honnêtement, puis bon, je veux dire, j'ai rien inventé dans le sens où j'ai pris des données qui étaient disponibles un peu partout, puis avec mon expérience, des conversations avec d'autres entraîneurs aussi, le fait d'avoir des contacts aussi avec des entraîneurs en Europe permet de voir aussi l'espèce d'écart qu'on peut avoir aussi de philosophie. Donc j'ai comme tout mis ça ensemble, puis je me suis créé une charte sur différentes valeurs physiologiques. Idéalement, qu'un athlète devrait avoir une progression à partir de U17 jusqu'à un professionnel World Tour, puis voir un peu c'est quoi l'évolution théorique. On sait que dans la vraie vie, c'est rare que c'est une belle ligne droite en temps réel, mais d'avoir une charte, en tout cas, je suis très analytique, très rationnel aussi, donc c'est le fun. Puis pour les athlètes, c'est le fun aussi de dire, OK, ben, je sais pas moi, pour ton 30 secondes, mettons, t'es junior, mais ton 30 secondes est déjà niveau U23, mais que ton FTP, lui, il est niveau junior, ben OK, ben voici les gaps qu'on doit aller chercher. Hein. Okay. Mais c'est vraiment intéressant parce que autant c'est analytique, mais ça l'est pas en même temps. Parce que oui, c'est une analyse là, du développement, mais ça renvoie à ce qui a été partagé dans l'épisode 154, si je ne m'abuse, avec Chantal Vallée, où est-ce qu'elle parle de prendre en charge un programme universitaire de basketball. Sport différent, évidemment, mais elle parle du point de départ comme étant la vision. Mais ce que tu viens de dire là, c'est la vision. C'est que là, tu as un athlète qui arrive, on parle d'une fille de 16 ans, on parle d'un homme de 21 ans. Peu importe où est-ce qu'ils sont dans leur développement, tu as quand même une idée globale de où est-ce qu'ils devraient être rendus puis les étapes. Puis ça, je challengerais plusieurs coachs parce que ça fait un retour au long préambule que j'ai donné tout à l'heure. Où est-ce que si on est en judo, si on est en tennis, si on est en lutte, si on est en coach des gardiens de but, est-ce qu'on a une vision? La réponse est probablement oui pour la plupart des coachs. Mais est-ce que c'est une vision qui est aussi explicite que ce que tu viens de te mentionner? Parce qu'un des sujets qui était récurrent dans les premiers épisodes du balado, qui vient de mon collègue Pierre Trudel, que je salue d'ailleurs, c'est de dire que les entraîneurs ont beaucoup de connaissances tacites. Tacite, c'est des connaissances que tu n'as pas mis noir sur blanc, mais que tu as en tête à quelque part. Puis on le voit dans les conversations, ça ressort tout le temps. Mais ce qui devient clé pour être
tu sais, je dirais pas un serial winning coach, même si ça a un lien, mais pour être un coach qui a du succès puis qui est capable de bien prendre en charge, c'est d'avoir des connaissances explicites. Et c'est là que je reviens à ce que tu m'as dit, c'est que tu as explicité, je sais pas si c'est un vrai mot, mais tu as explicité une charte de développement, puis selon ton jugement, ton expérience. Fait que tu as comme combiné l'art et la science, puis tu l'as mis sur papier, puis OK, Valérie, elle arrive, elle a 17 ans, elle a un FTP de 138, là, je sais pas si ça fait du sens, c'est probablement trop bas, OK? Si elle a un FTP de 138, ben comme, faut augmenter de 43 son FTP pour le prochain niveau. Tu sais, comme, c'est fort ça, tu sais, puis tout ça, puis dans les deux éléments, on va aller au World Tour aussi dans quelques instants, mais je pense aussi qu'au début de l'encadrement, tu regardes les forces et faiblesses. Puis quand tu regardes les forces et faiblesses, est-ce que c'est principalement au niveau des tests physiques ou il y a comme qu'est-ce que tu regardes au niveau des forces et faiblesses de l'athlète quand tu lui parles pour la première fois? Absolument. Il y a assurément une composante physiologique importante parce que bon, le vélo, on se cachera pas, c'est très physiologique quand même, donc c'est sûr que ça a une composante importante. Mais j'essaie de voir aussi, poser des questions sur techniquement comment la personne se débrouille. Est-ce qu'elle est capable de se placer correctement dans un peloton? Est-ce qu'elle est capable de prendre un virage dans un groupe sans perdre 4 positions? Comment ça se passe dans les montées, dans les descentes? Donc, il y a plusieurs aspects. Là, on est plus dans le technique, j'ai envie de dire. Technique tactique, exact. J'essaie de couvrir un peu tout. Mais c'est sûr que l'aspect physiologique devient drôlement important aussi. Ben, parce que c'est la nature du sport. Puis de là, tu tombes dans une planification annuelle, puis tu sais, en préparation comme ça, tu disais comme planification annuelle, oui, mais pas tout à fait, plus la planification par bloc. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Donc, sport, on a fait l'anamnèse, on a fait le questionnaire de départ, on a regardé les anciennes performances, on regarde où est-ce qu'il se situe par rapport à ta charte de développement. Comment tu te lances là, dans la première année? La planif annuelle va commencer par les objectifs de l'athlète, de voir un peu c'est quoi les courses ou les événements les plus importants où ils veulent performer. Par contre, tu sais, comme je travaille beaucoup avec des athlètes en développement, tu sais, je suis pas nécessairement dans une planif où on a une périodisation traditionnelle avec un pic de performance, 2 pics de performance comme peut-être les athlètes professionnels, bien que même les professionnels, je pense, tendent de plus en plus vers la périodisation par bloc aussi, mais c'est de voir un peu, moi je vois toujours sur le long terme avec les athlètes aussi, donc on veut pas nécessairement, on veut monter des escaliers, des marches, mois par mois, année par année, pour les amener jusqu'à un niveau le plus haut où ils peuvent se rendre. Donc, pour revenir à la planif annuelle, on y va avec des blocs, avec des objectifs précis, de compétition, mais je suis pas du genre des fois nécessairement à vouloir planifier un an d'avance parce que en cyclisme, il y a beaucoup de choses. Il y a des projets qui arrivent, des projets qui partent pas. Il y a des sélections qui peuvent arriver ou d'autres qui peuvent ne pas arriver. Donc on peut pas nécessairement. En fait, la planif annuelle change tout le temps. C'est un petit peu le message de tout ça. C'est que des fois, je me dis, pourquoi on planifierait des fois 12 mois d'avance? Ben, oui, c'est clair dans ma tête, j'ai une idée de où je m'en vais pour les 12 prochains mois. Mais j'y vais généralement bloc par bloc pour réussir à pouvoir s'adapter en fonction de ce qui arrive réellement dans la vie de l'athlète. Ben, je trouve ça intéressant, c'est comme on a une vision à long terme, au long terme avec ta charte. Deux, on a une vision comme un peu à court terme, donc pour la prochaine année où est-ce qu'on s'en va. Mais tu vas pas la planifier d'avance au complet parce que tu sais que ça change en fonction des projets, des événements, des camps de sélection et ces choses-là. Fait que tu as trouvé c'est quoi le sweet spot là-dedans parce que ça revient un peu au sous-thème depuis tantôt, tu sais, où est-ce que il y a comme c'est important de planifier, mais il faut pas comme après ça surplanifier et où c'est important d'ajuster mais pas surcorriger aussi. Puis ce que je me demande tout le temps, puis je pense que tu sembles bien faire, c'est l'espèce d'ajustement, de trouver le bon dosage dans l'ajustement de l'encadrement individuel qu'on offre à l'athlète. Fait que tu as trouvé, tu me parlais de tes par bloc, comme tu as trouvé le sweet spot, tu y vas vraiment comme classique à la mésocycle 3-5 semaines, tu y vas un peu plus long que ça, tu y vas par OK, on sait qu'il y a un projet, un camp de sélection qui s'en vient dans 3 mois, fait qu'on fait une planif quand même clair de ces 3 prochains mois-là jusqu'au camp de sélection, puis on verra après où est-ce qu'on s'en va. Comment tu t'y prends pour trouver le bon dosage là-dedans? C'est dur de planifier parce que tout dépend des fois quand le temps qu'on a en chacun des événements, à quel moment on est dans la saison, c'est dur d'avoir une recette comme classique avec des mésocycles ou des semaines très, très clés. J'essaie d'y aller selon les disponibilités de l'athlète,
Avec les athlètes qui sont plus avancés, élites, c'est facile de dire, même si on est l'hiver, on planifie 2 semaines en Californie pour aller faire un bloc de volume, revenir ici, faire un peu d'intensité, événement. Après ça, là, on peut faire un autre bloc de volume. Donc, d'ailleurs, c'est un peu comme ça que les pros s'entraînent maintenant. Là, ils vont faire 2-3 semaines en altitude, ils reviennent faire l'intensité, ils font une course, ils retournent en altitude, ils reviennent. Donc, ils ont des... Puis on parle des leaders aussi, là, les domestiques, des fois, ont un calendrier peut-être plus... j'allais dire steady, mais constant. Donc, quand on a la latitude de pouvoir jouer avec le calendrier aussi bien que ça, là, il n'y a pas de recette miracle ou de recette stricte où on doit avoir tant de semaines de mésocycle, etc. On peut y aller en fonction de ce qui se passe, puis tout ça, des fois, on peut se permettre de allonger un mésocycle un peu plus parce que là, il y a 2-3 compétitions importantes qui s'en viennent. Après ça, on refait un autre bloc plus axé sur le volume pour remonter un peu le niveau de forme de base qui a peut-être été un peu diminué parce qu'on a fait beaucoup d'intensité, beaucoup de courses dans les dernières semaines. Puis là, je parle j'ai un peu la piste en tête parce que quand on fait une épreuve par étape sur la route, on s'entend que là, c'est beaucoup plus de la fatigue qui va être accumulée. Donc, chaque planif annuel est différent. C'est un petit peu ça qu'il faut retenir de ce long paragraphe. Mais non, mais c'est vraiment intéressant parce que tu sais, autant tu amènes le côté analytique, comme tu as fait tout à l'heure, mais dans ta réponse, tu sais, j'entends le côté art, vraiment comme particulièrement. Puis là, tu as fait une allusion, tu sais, au World Tour. Puis je reviens avec une des premières questions que j'avais prévues, tu sais. Bon, tu vas en Europe régulièrement. Tu sais, t'as pas vraiment le choix là, quand on est dans le cyclisme. Puis lors d'une visite d'études dans les dernières années, tu as justement fait un séjour avec une équipe du World Tour. Puis je serais curieux de savoir qu'est-ce qui t'a marqué le plus de ce séjour-là avec une équipe du World Tour? Ça, c'était quand même une belle expérience, parce que ça m'a permis de voir un peu c'est quoi le niveau d'encadrement de ces athlètes-là. Je veux dire, j'ai l'habitude d'être quand même d'avoir beaucoup plus d'athlètes que de staff, alors que dans un cas comme ça, c'était pratiquement l'inverse. Il y avait vraiment beaucoup plus de gens, des gens qui faisaient des in and out juste pour une petite partie ou une petite tâche spécifique du camp. Donc ça m'a quand même marqué. De discuter avec ces athlètes-là aussi, de voir un peu la réalité que, tu sais, oui, ils s'entraînent fort, mais tu sais, c'est un camp d'entraînement aussi. Fait que tu sais, l'aspect plaisir était quand même présent. Puis heureusement, j'ai envie de dire. De voir un peu quand on discuter d'entraînement puis surtout de watts avec ces athlètes-là, je veux dire, c'est comme un monde à part complètement de ce que j'ai l'habitude de faire. Puis tu sais, il y a des athlètes qui s'en vont de plus en plus vers ça, heureusement, mais des fois, c'est fou la différence de watts que ces athlètes-là peuvent générer, en fait. Parlons-en tout de suite. Il y a plusieurs aspects intéressants de ta réponse, puis on va y revenir, mais quand tu dis les watts, c'est complètement un autre monde. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Comme c'est quoi les chiffres qui t'ont marqué? Je me souviens d'un athlète qui se préparait pour Milan-San Remo, qui est la plus longue course d'un jour. Puis on sait qu'à la fin, c'est comme 290 km-ish, 298, bref. Puis à la fin, on sait qu'il y a une grosse montée. Puis après ça redescend jusqu'à l'arrivée. Donc, cet athlète-là, dans une des sorties, je pense que l'athlète avait fait comme 6 ou 7 heures de vélo. À la fin, il devait faire un effort de 5 minutes à comme 500 watts après avoir fait 6 heures de vélo, ce qui était complètement stratosphérique pour les gens avec qui je travaille parfois. Puis tu sais, c'est 500 watts à pas nécessairement une grosse masse corporelle non plus. Si je rappelle les athlètes qui sont très minces, là, tu sais, dans ce sens-là. Fait que 5 minutes, 500 watts après 6 heures de vélo. Ouais. Puis la moitié du 6 heures de vélo, c'était à combien de watts? Ça, c'était quand même en endurance. Par contre, là, fait que je connais pas les watts nécessairement de ces athlètes-là, mais c'était quand même de l'endurance. Puis, faut pas oublier qu'on était en altitude aussi. Donc, c'est sûr que là, les watts sont un peu affectés aussi par l'altitude, évidemment. Après combien de temps peut-on se dire qu'on est excellent en dessin, en cuisine ou en sport? Comme vous le savez très bien, ça prend au moins 10 ans à se former et à se perfectionner pour devenir un expert ou une experte. C'est pourquoi je fais affaire avec Mador Hamel quand il est question de décisions financières. Mador Hamel, c'est un cabinet d'assurance avec permis en fonds communs de placement auprès d'Investia Services Financiers. Leur équipe a accompagné des centaines de personnes et gère 170 millions de dollars en investissement pour des particuliers et des organisations depuis 2001. Par exemple, ils travaillent avec des dirigeants d'entreprise, des médecins et diverses organisations de partout au Canada grâce à leur licence de pratique dans plusieurs provinces. Mais à mon avis,
c'est pas juste leur expérience pour vrai qui les rend excellents, c'est aussi le fait qu'ils agissent comme des coachs financiers. Depuis 2011, j'ai vu cette expertise-là à l'œuvre pour ma propre famille, honnêtement. Grâce à leur approche, on a pu acheter notre maison idéale en 2019, réaliser un projet d'aménagement majeur en 2022, tout en préparant solidement notre fonds de retraite. Mais au-delà des résultats, leur plus grande valeur, là, je le disais, c'est comme être un coach, c'est le conseil et l'accompagnement dans la prise de décision. Comme un coach, il t'empêche de commettre des erreurs quand tu dois gérer tes émotions dans le feu de l'action, que ce soit quand ta vie change ou qu'il y a des fluctuations sur les marchés. Personnellement, ce que j'apprécie particulièrement, c'est qu'ils investissent vraiment pour les personnes avec qui ils travaillent. Leur slogan, c'est d'être des conseillers de vraie vie et je peux vous dire que c'est le cas. Ils ne prennent pas juste des clients pour prendre des clients, ils te prennent quand tu es rendu là dans ta vie et qu'ils peuvent vraiment t'aider en faisant des analyses honnêtes de tes décisions financières. Alors que tu vas y acheter une maison, payer les études de tes enfants, structurer ton fonds de retraite comme travailleur indépendant ou travailleur à contrat, ou investir pour ton organisation, je t'invite à prendre ton premier rendez-vous gratuitement via le madoramel.com et mentionner Coach Frank. Cet épisode est également présenté par Wise Era Technology, une entreprise spécialisée en solutions numériques qui dessert des organisations sportives. Par exemple, Wise Era a accompagné une organisation qui gérait plusieurs équipes, des joueurs, des entraîneurs à travers plusieurs programmes et surtout énormément d'informations. Les problèmes, c'est que tout était dispersé, les suivis dans Excel, les communications un peu partout, les horaires dans différents outils. Aucune structure centralisée. Résultat, je suis sûr que vous le voyez venir, beaucoup de pertes de temps, un manque de coordination et des décisions prises sans réelle visibilité. C'est là que l'équipe de Wise Era est intervenue. Et ce qu'ils ont fait, c'est reconstruire complètement la façon d'opérer de cette organisation. D'abord, ils ont facilité la collecte de données. Chaque entraîneur, chaque membre du personnel pouvait entrer de l'information via des formulaires simples à propos de la performance des joueurs, des blessures, les présences, des évaluations, et tout ça directement dans un système centralisé. Ensuite, l'équipe de Wise Era a structuré les accès. Chaque personne voyait uniquement ce qui la concernait. Soit que tu étais entraîneur, soit que tu étais thérapeute, soit que tu faisais partie de la direction, chacun avec ses permissions et ses responsabilités. Ils ont aussi centralisé tous les départements coaching, médical, administration, gestion des équipes, tout au même endroit. Et ultimement, puis moi, c'est ce qui me parle le plus, puis c'est ce que je fais avec Wise Era aussi, c'est qu'ils ont mis en place un programme ou une interface de gestion claire des tâches et des projets, qui fait quoi, quand et avec quel suivi, le tout en temps réel avec des automatisations qui éliminent la friction opérationnelle. Et moi, j'ai la chance de collaborer avec eux depuis quelques mois et ça fait une grosse différence dans toute la coordination de projets duquel je fais part. Le résultat, eh bien, c'est une organisation qui est passée d'une gestion réactive à une gestion structurée et proactive de leurs activités, de leurs projets, de leurs tâches, de la communication. Et aujourd'hui, ils prennent de meilleures décisions et surtout plus rapidement. Pour en savoir plus, visitez wiseeratechnology.com. Dans la réponse initiale, tu me parlais qu'il y avait des fois des in and out pour des tâches spécifiques. As-tu un exemple peut-être que tu peux nous partager de ça? Ouais, ben, par exemple, la nutritionniste était passée dans les premiers jours du camp pour plus s'occuper, s'assurer de bien orienter le chef qui cuisinait pour les athlètes, donc de voir un peu s'assurer que tout était optimal pour eux. Donc elle est comme venue cette partie-là, après ça, ben comme repartie, je pense qu'elle allait dans une autre course ensuite. Donc c'était comme elle venait faire ce qu'elle avait à faire, puis après ça, ben elle était sur un autre projet parce que d'après moi, elle était pas mal seule là, comme nutritionniste dans l'équipe. Donc elle se promenait un peu partout pour donner son expertise dans différentes situations. Et c'est intéressant cet exemple-là parce que ça amène des spécialités que ça fait du sens d'avoir la nutritionniste qui va parler avec le chef, après ça dire OK, on a le chef qui va s'occuper de tel élément. Puis des fois on peut faire ça dans différents programmes, puis je vois le transfert se faire, puis de penser à différentes collaborations comme ça, je pense que c'est important quand on est un coach qui encadre plusieurs athlètes. Mais il y a aussi d'autres éléments que tu avais ramenés, je pense, au niveau nutritionnel de cette visite d'études-là. Oui, de voir un peu la façon dont un peu la nutrition est gérée avec ces athlètes-là, de voir que autant qu'ils servent un peu des données d'entraînement qui ont été faites dans la journée pour pouvoir orienter les besoins nutritionnels des athlètes au repas qui suivent, mais sans être non plus
c'est tout pesé, mesuré non plus. C'était vraiment des recommandations globales sur quelle quantité environ de glucides ou de protéines ou de peu importe les nutriments, mais c'était pas nécessairement très sévère. Donc, il y avait quand même les athlètes avaient quand même une certaine latitude sur ce qu'ils pouvaient manger. Mais c'est intéressant parce que, tu sais, on est au plus haut niveau. La nutrition est clairement super importante dans le cyclisme, surtout quand tu as un volume d'entraînement comme ça. Mais il y avait quand même une liberté. Puis c'était pas, c'était vraiment comme, on regarde ce qu'on fait, mais on regarde pas vraiment ce qu'on fait en même temps. C'est un peu ça? Ouais, écoute, je sais pas si c'est comme ça dans toutes les équipes. Là. Je sais qu'en Europe, la mentalité par rapport à la nutrition est vraiment différente un peu de notre philosophie nord-américaine. Donc, je peux pas parler pour les autres équipes, mais de ce que j'ai vécu, c'était ressemblé à ça, ouais. Ouais, puis il y a une autre chose aussi comme puis là je sors sur une tangente parce que on était récemment j'ai assisté à une conférence d'une ancienne invitée du balado, donc Alexia de Macor, qui parlait des grammes de glucides à l'effort aussi. Puis on se situait à peu près dans quelle quantité de grammes à glucides à l'effort? Parce qu'il y en a dans certains nutritionnistes en ce moment qui parlent du 90 grammes de glucides à l'heure, d'autres qui vont parler du 120 grammes de glucides à l'heure. Comme on est-tu dans ces mêmes barèmes-là ou on commence encore à pousser ça encore plus haut? Bon, évidemment, je suis pas nutritionniste, donc à quel point je peux répondre précisément à cette question-là. Mais je sais que les athlètes professionnels sont au-dessus de 100 grammes à l'heure à l'effort en course. Je sais qu'ils repoussent de plus en plus ce seuil-là. Pour avoir lu en triathlon cet automne, quand le record avait été battu sur longue distance, l'athlète disait qu'il ingérait jusqu'à 200 grammes de glucides à l'heure, ce qui est complètement énorme et que ça prend aussi un entraînement spécifique pour pouvoir réussir à gérer toute cette quantité de glucides-là. Donc, clairement, c'est un aspect en ce moment qui est étudié puis qui est implémenté dans les équipes cyclistes de pouvoir augmenter l'apport en glucides à l'effort pour pouvoir augmenter les performances. Il y a un lien qui est quand même assez direct entre ces deux choses-là. Ben super, puis j'irai pas plus loin que ça. Comme tu dis, tu as bien mis tes limites professionnelles là-dedans. Fait qu'un good job de le faire. Pour moi, c'est un signe de confiance envers la personne qu'on écoute, d'être capable de bien cerner ça. De deux, on veut aussi rendre crédit à l'Institut national du sport du Québec qui a rendu ça possible. Hein. Donc, on rappelle, la visite d'études faisait partie d'un projet justement où est-ce qu'on a des subventions qui sont données pour pouvoir faire des voyages ou des activités de formation qui sont riches. Donc, merci à l'Institut national du sport du Québec pour t'avoir soutenu là-dedans. Mais là, dans le camp, puis, I guess que ça nous ramène davantage vers l'encadrement individuel, l'encadrement d'athlètes du moins. Dans ta première réponse, tu as parlé de l'aspect plaisir qui était présent. Comme, qu'est-ce que tu voulais dire par là? Parce que je pose la question, parce que, tu sais, on est au plus haut niveau, le World Tour, puis deux, là, c'est peut-être ma préférence personnelle pour le cyclisme. Moi, si j'ai la chance de faire un sprint de 30 secondes ou de faire 6 heures de vélo, je vais prendre les sprints, puis même si c'est des sprints répétés à plusieurs reprises. Mais comme, qu'est-ce que tu veux dire par l'aspect plaisir était très présent? C'est drôle, c'est quelque chose que je me plais à dire, puis que pas juste moi, plein de gens se plaisent à dire, puis sans rien enlever aux autres sports. Je veux dire, le cyclisme, c'est un sport qui est très, très difficile. C'est beaucoup d'intensité, beaucoup de volume, des chutes à 60 km/h. Je veux dire, il y a beaucoup de trucs, j'ai envie de dire, moins le fun dans le cyclisme ou des conséquences de ce sport-là. Donc, moi, je pense qu'il faut avoir du plaisir pour pouvoir réussir à passer par-dessus ça, de se relever après une chute, même si t'es tout râpé de partout. Donc, si t'as pas de fun à faire ton vélo, puis à faire tes longues sorties de vélo, puis de faire tes sprints au fond Léon, c'est quand même la base, en fait. Puis, est-ce que c'était plus dans le climat où il instaurait justement des activités ou des initiatives, tu sais, délibérées? C'était-tu le manager qui est dans l'auto qui compte des blagues, là, tu sais, je caricaturise un peu les choses, ou c'était vraiment plus le climat de l'équipe? Ah non, tu sais, dans le contexte aussi de l'entraînement, je veux dire, les coureurs, ils jasaient là durant l'entraînement, ils se comptaient des jokes. Au souper, il y avait toujours un qui était un peu plus qui avait plus de jasette, on va dire, puis qui amenait la question philosophique de la journée. Fait il y a quand même un aspect quand même le fun. C'est sûr qu'entre ça aussi, on se cachera pas que les athlètes se reposaient, là, je veux dire, restaient souvent dans leur chambre. Donc
profitais pour récupérer les massages et tout, donc pour être prêt pour le lendemain. Donc, j'ai envie de penser que les athlètes avaient quand même du fun à faire ça, là. Puis de rendre ça agréable, même, tu sais, comme on passe tellement de temps des fois dans notre sport principal, que ce soit coacher, que ce soit s'entraîner, qu'il faut avoir du fun, tu sais. Puis c'est ça, moi, ça m'a marqué quand je suis parti de la transition du football canadien / américain à travailler avec des coachs de hockey, travailler avec des coachs d'autres sports, tu sais. Puis tu te rends compte que c'est quand même relativement spécifique à certaines cultures, mais que tu peux être décontracté puis quand même faire ce que tu as à faire, tu sais. Puis c'est là que si tu passes 6 heures sur le vélo puis tout le monde est sérieux tout le temps, à un moment donné, comme faut que tu sois capable de remplir les temps morts parce que sur 6 heures de vélo, surtout si tu as l'entraînement zone 2 puis c'est juste du volume, ben j'imagine qu'il faut remplir, tu sais, cet espace-là. Mais là, si on va plus vers justement ton accompagnement puis ce que toi tu fais, tu as fait cette visite-là, tu reviens ensuite de ça comme au Canada dans ton travail quotidien, si on veut. Je suis curieux de savoir, est-ce que ça a changé quelque chose de particulier dans ta façon d'accompagner les athlètes ou qu'est-ce que tu as changé justement dans ta façon d'encadrer les athlètes à ton retour? Ben, je pense que de voir un peu, parce que ultimement les athlètes aspirent à ce niveau de cyclisme-là. Ils veulent être World Tour, ils veulent faire des courses professionnelles. Donc de savoir un peu, ok, ben voici c'est quoi la demande de ce que ces athlètes-là doivent faire pour être à ce niveau-là. C'est quoi les watts qu'ils ont besoin de faire pour pouvoir être à ce niveau-là. Moi, ça me permet de mieux préparer les athlètes aussi. Puis tu sais, c'est un peu la même réflexion que j'ai eue quand j'ai fait mes premiers projets de compétition en Europe comme entraîneur, où là j'ai pu voir, oh ok là. Voici comment ça se passe en Europe, voici comment c'est le mobilier urbain. Là, je veux dire, c'est complètement différent. Là, je veux dire, ici, des ronds-points, on n'en voit pas, là, mais en Europe, c'est très fréquent. Puis, ce qui est le fun du cyclisme aussi, c'est que il y a plusieurs... Le parcours peut être différent. Là, je veux dire, la course va être complètement différente si on est en Belgique dans des petites routes super étroites que si on est dans des cols en France ou en Espagne. Donc ça amène de pouvoir voir comment ça se passe, les courses là-bas, permet assurément de mieux préparer les athlètes que j'encadre. Puis ça, c'est comme bravo parce que, tu sais, dans les comportements d'un entraîneur innovateur, il y en a un qui s'est observé ce qui se fait ailleurs, puis ce qui se passe. Mais dans un certain point, c'est observer aussi la suite du continuum, puis de prendre la peine d'aller le voir, justement, ce qui se passe, tu sais, comme pour moi, c'est super important. Puis j'avais pas pensé que le mobilier urbain, comme c'est la première fois que j'entends depuis le début de nos échanges de préparation de ça, j'avais jamais pensé à ce terme-là, tu sais, peut-être moi qui étais inculte aussi, là, mais tu sais, le mobilier urbain, il est quand même différent, puis c'est pas la même lecture de la route dans d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre. Puis tu sais, ce que tu dis là, ça m'amène justement à la carrière, tu sais, des athlètes. Puis sur ton site, tu parles des enjeux parallèles qui prennent de plus en plus de place au courant de la carrière d'un athlète. Puis quand je pense à carrière, tu me parles des prochaines étapes. Il y a certains athlètes qui vont viser ce rendre là. Qu'est-ce que tu vois comme enjeu parallèle qui revient le plus souvent pour influencer, impacter justement l'encadrement que tu vas faire de l'athlète? Parce que sur ton site, tu parles des enjeux parallèles qui prennent de la place dans le cadre d'un athlète. C'est lesquels qui prennent le plus de place dans ce que tu vois avec les athlètes que tu encadres? Plus l'athlète va évoluer, progresser dans le cyclisme, il va y avoir plus en plus d'un aspect de sélection pour certains projets. Ça peut commencer des fois avec l'équipe du Québec, après ça l'équipe nationale. Il y a toute la question de la gestion des équipes aussi, parce que souvent, pour avoir accès à des grandes compétitions, on n'a pas le choix de faire partie d'une équipe. Donc, il y a une question de se faire voir par ces équipes-là, avoir des contacts, parce que on se cachera pas, il y a quand même une composante de contact qui est importante. Parce que des fois, les recruteurs ou les gens qui s'occupent des équipes vont vouloir chercher un type de profil spécifique d'un athlète. Faut réussir des fois à les mettre en contact. Donc, des fois, ça va... Tu sais, mon rôle... En tout cas, personnellement, je vois mon rôle au-delà de juste mettre des entraînements dans une application de coaching. Il y a aussi ce qui se passe autour. La gestion de l'aspect professionnel du cycliste, si je peux m'exprimer ainsi. Qu'est-ce que tu veux dire par la gestion professionnelle? Ben, justement, de dire, c'est le fun, la fille ou l'athlète peut avoir des très, très gros chiffres sur papier, mais si elle n'est pas dans une équipe qui lui permet de faire des courses à un certain niveau, pour avoir des résultats à ce niveau-là, va pas nécessairement passer à l'étape suivante. Je comprends. Puis c'est là que d'avoir un entraîneur privé ou quelqu'un dans ton coin qui est quand même bien connecté à travers les différentes équipes, à travers les différents niveaux, ça devient important. Pas nécessairement parce qu'il peut faire l'introduction directe, mais parce qu'il peut t'orienter justement, tu sais, à la bonne place. Puis là, tu me parlais justement de ton rôle, ta position. Comme où est-ce que tu
te positionnes dans ce rôle-là? Parce que, principalement, dans ton accompagnement, tu es, on va dire, l'entraîneur privé de l'athlète, mais l'athlète va faire des fois partie d'une équipe. Ça peut être une équipe nationale, ça peut être une équipe professionnelle, privée, comme une équipe entière. Puis, je vois ça se propager dans plein de sports. On le voit au hockey, on le voit le football, on le voit dans le tennis, évidemment. Fait qu'on le voit dans plein de sports. Puis moi, je suis curieux de savoir comment tu deals avec ça. Un, où est-ce que tu te positionnes toi? Puis deux, comment tu deals dans ta position de dire, OK, moi, je suis l'entraîneur privé de Valérie. Là, c'est un nom fictif qu'on utilise depuis le début. Donc, je suis l'entraîneur privé de Valérie. Valérie fait partie de l'équipe, mais comme moi, j'ai mon rôle à jouer aussi. Mais là, il faut qu'elle suive, mettons, Johan qui est le coach de son équipe nationale ou l'équipe sur place. Je trouve ça quand même délicat, mais en même temps valable. Puis en fait, en gymnastique, on a ça aussi. Là. En gymnastique, il y a souvent comme ton personal coach, puis ton coach de discipline, puis même ton coach d'équipe nationale. Fait que dans tous ces sports-là, il y a comme cette dynamique-là d'entraîneur privé que je vois. Puis je le sens qu'il y a certaines fédérations sportives, puis il y a certains entraîneurs qui sont comme pas sûrs de où se placer là-dedans, puis qu'est-ce que l'entraîneur privé devrait faire, qu'est-ce qu'il devrait pas faire, puis même en faire l'équipe nationale. Fait que, bref, long préambule pour mettre bien la table, dire comme toi, tu te vois où, puis qu'est-ce que tu penses qui est comme la combinaison optimale? De la façon que j'aime l'imager aux athlètes, parce que je travaille beaucoup avec des images, j'adore ça, c'est que moi, je me vois avec l'athlète en haut d'une certaine pyramide. Donc, je suis pas au-dessus de l'athlète, je suis vraiment côte à côte avec cette personne-là, avec l'athlète, pour pouvoir gérer tous les gens qui sont en dessous. Parce que là, dans le contexte, c'est ça qui est un peu spécial un peu avec le cyclisme, c'est que le coach, ou à la limite, appelons-le l'entraîneur ou le coach en ce moment, mais quand l'athlète va aller faire des courses avec son équipe, il va avoir un directeur sportif sur place qui va prendre les décisions de course. C'est pas moi qui va dire à l'athlète, tu dois attaquer au kilomètre 10. C'est le directeur sportif qui est sur la course, qui va déterminer une stratégie en fonction des athlètes qu'il y a devant lui. Donc, moi, ma job, ça va être de préparer l'athlète pour qu'il soit en forme, qu'il ou elle soit en forme pour l'événement. Après ça, c'est pas moi qui décide qu'est-ce qu'elle va faire ou pas dans la course. Parfois, les athlètes vont courir sur la route avec un directeur sportif, vont aussi courir avec l'équipe nationale sur la piste. Donc là, il y a un entraîneur de plus qui va être impliqué pour préparer, par exemple, la Coupe du Monde. C'est cette personne-là qui va gérer la cohésion d'équipe pour la poursuite par équipe, par exemple, pour préparer les athlètes pour la Coupe du Monde ou les championnats du monde. Ensuite, là, on a tous les intervenants externes aussi, que ce soit une nutritionniste que l'athlète va consulter, une consultante en préparation mentale. Des fois, il peut y avoir un préparateur physique pour l'aspect plus gym qui peut être impliqué. Ensuite, il y a peut-être des gens qui vont travailler avec le positionnement, des gens qui vont travailler avec l'aérodynamisme. Donc, il y a beaucoup de monde là, à gérer en dessous de ça. Puis, moi, dans ma tête, c'est d'être avec l'athlète en haut de tout ce beau monde-là, puis d'être capable de prendre les bonnes décisions pour l'athlète, parce que j'aime aussi responsabiliser l'athlète dans son processus, parce que ultimement, c'est sa carrière, c'est pas la mienne. Là. Donc, moi, ma job, c'est de l'aider, la supporter, donner mon opinion sur les décisions qui peuvent être prises ou pas, mais ultimement, c'est l'athlète qui choisit ce qu'elle veut faire ou non. Fait une espèce de conseiller privé, justement. Puis, dans ces événements-là, tu sais, il y a des fois que c'est des événements par étapes. Est-ce que tu te permets d'intervenir entre les différentes étapes? Tu te dis, OK, non, une fois que tu es avec l'équipe, tu restes avec l'équipe. Comment tu deals avec ça? Parce que, tu sais, je reviens encore à l'idée de l'entraîneur privé. C'est comme, il y a comme une belle valeur d'avoir ce conseiller personnel-là qui te connaît vraiment bien, qui est là. Mais des fois aussi, de l'autre côté de la médaille, de la fédération d'équipe nationale, tu te dis, OK, mais il y a quand même de l'interférence là-dedans. T'sais. Puis je sais que d'autre côté, c'est pas le cas parce que, comme tu viens de bien le dire, tu penses vraiment tout le temps à la carrière de l'athlète. Mais il peut y avoir une perception d'interférence là-dedans. Puis je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme, ils négocient cette tension-là ici, si je peux m'exprimer ici. Fait que, est-ce que tu te permets d'intervenir? Si oui, comment? Puis comment tu doses cette intervention-là comme quand il y a des événements sur plusieurs jours? Évidemment, chaque situation est différente, mais c'est sûr que je veux créer le moins... En fait, je veux pas créer d'interférence entre le directeur sportif et l'athlète. Je veux dire, c'est pas mon rôle de dire que le directeur sportif a une stratégie douteuse ou qu'il fallait pas faire ça. Comme c'est pas mon rôle de faire ça. Mon rôle va être plus de supporter l'athlète, que si l'athlète a une mauvaise course, ma job, ça va être de dire, OK, voici peut-être pourquoi tu as une mauvaise course.
Puis comment on va faire pour que l'étape suivante, ça aille mieux? Est-ce qu'elle a mal géré son effort? Est-ce que la nutrition était peut-être pas optimale? Ou là, peut-être que je pourrais référer à la nutritionniste aussi, évidemment, à ce niveau-là, mais de voir une analyse de OK, qu'est-ce qui a pas fonctionné? Puis d'offrir un genre de support mental, psychologique aussi. Parce que souvent, encore une fois, le but, c'est pas non plus de prendre le rôle du psychologue ou du consultant en préparation mentale, mais tu sais, des fois, dans le feu de l'action, en 2 jours, nécessairement, c'était pas toujours facile de pouvoir avoir accès à ces personnes-là. Donc, je peux, au meilleur de mes connaissances, puis ultimement, je connais très, très bien l'athlète. Donc, j'ai quand même des outils qui me permettent de pouvoir faire un peu de patchage, on va, si je peux dire ça. Puis après ça, ben, moi, je peux prendre des notes dessus, puis comme, ah oui, tu vois, ces événements-là qui se sont passés dans telle course, ben ça, adresse ça avec ta consultante de préparation mentale, parce que là, il y a quelque chose, il y a un pattern qui revient, il y a quelque chose qui est souvent présent, qu'il faut peut-être creuser davantage avec une personne qui est vraiment qualifiée. Ouais, puis l'exemple que tu viens de donner là, puis les nuances que tu as amenées, ça me ramène à la situation que le Canadien de Montréal ont vécu durant les séries éliminatoires. Je sais pas si tu te souviens ou si tu l'as suivi, moi c'est mon cas parce que je suis, tu sais, comme quand même plusieurs sports en même temps, mais le Canadien de Montréal avait le choix ou l'entraîneur-chef du Canadien de Montréal avait le choix de retirer ou de garder Jacob Dobeš dans le but lors d'une défaite de ce qu'il avait accordé 3 buts consécutifs. Et son réflexe avait été d'appeler l'entraîneur des gardiens de but, puis l'entraîneur des gardiens de but a fait comme non, laisse-le là, comme je pense que c'est de ça qu'il a besoin. Puis ultimement, bon, ça les a pas amenés nécessairement à gagner la Coupe Stanley, mais mon point est de dire que ça semble avoir été la bonne décision sur le coup. Mais je vois un peu le même parallèle de dire que l'entraîneur privé, donc l'entraîneur des gardiens de but, l'entraîneur comme toi, a comme un portrait global de l'athlète, puis tu as un accès privilégié de par le temps. Puis c'est là qu'il y a pour moi, puis c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, il faut je sais pas s'il faut s'attarder davantage, mais il y a quelque chose de particulier à l'entraîneur individuel, l'entraîneur privé, comme je disais, en gymnastique, comme tu l'es en cyclisme, comme tu l'as dans d'autres sports, parce qu'il y a cette relation-là qui va plus loin que quand tu es l'entraîneur des attaquants, quand tu es l'entraîneur-chef d'une équipe nationale, que tu as 10 cyclistes avec toi, l'entraîneur-chef des attaquants qui a 12 attaquants à gérer. Il y a une proximité qui est là davantage, qui permet d'avoir un insider, tu sais, comme avoir un inside sur l'athlète, puis davantage comme le conseiller. Ben, c'est clair. Ben, oui, c'est un bon exemple, dans le sens où oui, le directeur sportif va essayer, là, je ramène ça au cyclisme, mais oui, le directeur sportif va essayer de connaître les athlètes, puis de savoir un peu les forces et faiblesses, de voir un peu les petites particularités de chaque personne. Mais on a un lien privilégié, puis j'ai envie de dire, tu vois, la semaine passée, il y a 2 semaines, je veux dire, j'ai un athlète qui court dans une équipe nationale en France. On a eu un deuxième, parce qu'on a eu un meeting pré-saison à 3 avec le directeur sportif, le coach et l'athlète pour voir, OK, c'est quoi? Ben, au départ de la saison, c'était quoi les objectifs? C'est quel genre de course il prévoit lui faire? C'est quoi les attentes du directeur sportif par rapport à l'athlète? Puis on a eu une rencontre mi-saison, il y a 2 semaines, pour dire, OK, ben, voici où on en est. Comme bravo, il a gagné telle course. Le directeur sportif aussi, pas louange, c'est peut-être un peu fort, là, mais le félicitait sur le fait que, tu sais, oui, il était capable d'être un leader dans les courses où il pouvait gagner, mais il se dévouait pour l'équipe et à travailler pour d'autres coureurs dans les courses où il savait qu'il y avait peut-être plus de dénivelé, puis qu'il pouvait jouer un rôle d'équipier. Donc, je veux dire, ça, c'est une belle qualité. Donc, de pouvoir avoir ce lien-là entre le directeur sportif, l'entraîneur, l'athlète, tout le monde soit sur la même page, ça permet vraiment de pouvoir amener une composante différente aussi pour les directeurs sportifs. Ouais, vraiment. Puis bravo comme au directeur sportif de prendre cette initiative-là. Parce que dans différents sports et dans votre sport, je pense pas que c'est tous les directeurs sportifs qui prennent le temps d'aller parler justement aux entraîneurs privés. À moins que tu me dises que c'est répandu puis que c'est 100% du temps, mais ça doit pas être 100% du temps. Je pense pas que, non, assurément, c'est pas 100% du temps. Puis j'ai envie de penser qu'il y a peut-être des entraîneurs aussi qui ont pas envie de faire ça, dans le sens où moi, je me considère comme quelqu'un de très ouvert d'esprit, puis moi, j'aime ça, ces rencontres-là, de pouvoir, on parle, puis tout le monde travaille un peu en équipe dans la même direction. Mais je suis pas certain non plus que c'est tous les entraîneurs qui apprécient ce genre de rencontres-là, des fois qui pourraient être perçus négativement, que, tu sais, est-ce que le DS, des fois, le directeur sportif va dire, ben, tu devrais faire ça avec cet athlète-là, tu sais, comme, des fois, il faut connaître un peu les limites de chaque personne, puis s'assurer que tout le monde travaille pour la même raison.
Ouais, ça dépend aussi des personnalités en place. Dernière question avant qu'on tombe dans les questions éclairs, parce que je m'en voudrais de t'avoir au micro et de pas te poser cette question-là. Tu dis qu'un bon plan commence par une bonne évaluation et que tu vas plus loin que le FTP avec un profil de puissance complet. Explique-moi un peu qu'est-ce que tu vas chercher de plus que juste le FTP. Ouais, là, on va rentrer dans le technique. J'adore ça, mais on va creuser un peu. Faut savoir, puis là, c'est mon opinion, mais le FTP a été beaucoup mis de l'avant dans les dernières années. Je pense qu'il y a beaucoup de marketing autour du FTP. Ils ont essayé de simplifier un peu l'entraînement, de tout offrir des plateformes, tu sais, comme Zwift, puis tout ça, de pouvoir tout. On fait un test de FTP, on propose des entraînements en fonction de ça. Je pense que c'est un peu simpliste. Je suis vraiment d'accord avec l'idée que le FTP, faut qu'il soit le plus haut possible. Donc, c'est un marqueur ou un facteur de performance important en cyclisme. On se le cachera pas. Par contre, la façon, moi je critique beaucoup la façon que ce FTP-là est testé, parce que là, on fait un effort de 20 minutes. C'est la façon qui est généralement proposée. Donc, on fait un 20 minutes, on enlève 5% à cette valeur-là de watts, de la meilleure puissance que l'athlète a été capable de maintenir sur 20 minutes. Puis, ça donne le FTP théorique. Mais là, avec cette formule-là, on assume que tous les athlètes ont 5% d'écart entre ce qu'ils peuvent tenir en watts sur 20 minutes et 60 minutes, ce qui fait aucun sens pour moi. Puis là, on va tout baser des entraînements en fonction du FTP. Donc, on va dire, OK, ben on va travailler du VO2 max, on va travailler à 130% du FTP. Ouais, mais c'est quoi l'affaire si toi, ton FTP est plus loin que ta puissance à VO2 max ou est plus proche? Donc, ça peut être bien pour des gens qui commencent, qui s'initient à l'entraînement un peu plus structuré, mais moi, avec la clientèle avec laquelle je travaille, honnêtement, je m'éloigne un peu de ça. Je veux avoir un portrait vraiment global. Donc, au lieu de faire seulement un 20 minutes puis d'estimer un FTP après ça, je fais faire 3 efforts maximaux. Donc, un effort de 3 et de 12 minutes pour avoir 2 valeurs dans le système aérobie. Donc, une valeur de 3 minutes qui est plus au niveau de la puissance du système aérobie, puis une valeur en 12 minutes, ça pourrait être 20 minutes aussi, là, mais question de faire ça dans la même séance, j'utilise le 3 et le 12. Donc, une valeur plus au niveau de la capacité du système aérobie. Donc là, on est capable d'avoir, comme on a une valeur de puissance et de capacité, on peut tracer une courbe de tendance, pour pouvoir, à ce moment-là, extrapoler mathématiquement le FTP de façon beaucoup plus précise que de mettre seulement un point sur la courbe puis assumer que c'est 5% de différence. Donc ça, c'est une particularité importante à mon avis. J'ajoute même un 30 secondes pour avoir une valeur dans le système anaérobie pour voir est-ce que le système anaérobie limite le développement du système aérobie. Puis, tous ces beaux chiffres-là peuvent être tracés encore une fois sur une courbe de puissance, puis de pouvoir, là j'arrête encore plus dans le technique, mais de pouvoir mieux planifier les intensités d'entraînement. Donc, plutôt que d'utiliser l'approche un peu FTP, de dire on va faire des intervalles à 30% du FTP. Puis là, c'est facile là, pour les entraîneurs qui font ça, là, ils font juste copier-coller les entraînements, puis les pourcentages fit pour tout le monde, tu comprends? Mais moi, au lieu d'utiliser ça, c'est que si je veux travailler sur du VO2 max, mais je vais pas dire 130% du FTP, je vais travailler en fonction du CP, donc c'est l'acronyme de Critical Power, 5 ou CP6. Donc, eux savent c'est quoi leur CP5, leur CP6, qui est la meilleure puissance qu'ils peuvent maintenir sur 5 minutes, qui a été déterminée en fonction de la courbe de tendance. Donc, ils savent que si on travaille ça, ben c'est vraiment quelque chose qui est personnalisé à l'athlète. C'est vraiment sa valeur de 5 minutes. Est-ce que c'est 130, 125, 134% de son FTP? Ça dépend d'une personne à l'autre, mais on va vraiment aller travailler sur cette valeur-là. Donc, ça rend, à mon avis, l'entraînement beaucoup plus précis, beaucoup plus individualisé à chacun des athlètes. Puis, j'ai envie de penser que ça donne des bons résultats. Ben, certainement. Puis, ce que tu dis là, c'est super instructif. Puis, c'est là que des fois, je pense que l'ère dans laquelle on vit actuellement, avec l'abondance d'informations, dont par rapport à l'entraînement, ça a des effets pervers, ou est-ce qu'on simplifie des choses qui en réalité sont très complexes. Puis on veut pas les complexifier juste pour dire qu'on les complexe puis glorifier notre rôle un petit peu. Là, je parle de rôle d'entraîneur. Mais en même temps, faut faire attention de faire des raccourcis puis des fois qui vont
des raccourcis, justement des raccourcis qui vont scraper l'entraînement ou qui vont avoir des effets MIA pour avoir des méchants angles morts. Scraper, c'était peut-être un peu fort, mais d'avoir des angles morts d'entraînement. Puis là, on voit toute la précision qu'on doit avoir, puis surtout quand tu es rendu à un certain niveau. Si je peux renchérir là-dessus, parce que là, on a parlé beaucoup de traits techniques cyclistes, mais tu vois, j'ai eu cette discussion-là avec un coach de natation, justement dans le contexte de l'accélérateur d'entraîneur. Puis j'ai expliqué un petit peu ma philosophie, puis je veux dire, c'était comme game changer un peu pour lui, parce qu'il était comme j'avais jamais pensé faire ça. Eux, ils font, je suis pas un expert en natation, mais ils font souvent des séquences avec des mètres. Puis là, c'est comme toujours all out, ou c'est toujours, mais c'est très possible de faire un profil d'athlète avec des records sur des distances en natation, ou ça pourrait se faire avec des distances en course à pied aussi. Donc ce concept-là peut s'appliquer dans différents sports aussi. Puis ça peut, en tout cas, personnellement, je trouve que ça peut changer un peu la façon de pouvoir planifier l'entraînement. Bien, certainement. Puis, pour moi, ça ramène à ta charte de développement, dans le sens que d'avoir une vision claire de ce que tu veux accomplir dans le développement des athlètes, puis de prendre le temps de le faire. Comme ça devient super important. Puis les tests initiaux que tu fais, que tu viens de mentionner, je suis sûr que c'est grandement arrimé avec la vision où est-ce que tu vas amener l'athlète ultimement. C'est clair, puis en ayant un profil vraiment complet, on peut aussi facilement voir si les athlètes évoluent au fil de la saison. Si dans telle ou telle course, on voit que il a fait meilleur sur un effort de 6 minutes, 10 minutes, 20 minutes que ce qui était prévu par l'évaluation, mais on peut dire, OK, ben, il y a quelque chose qui s'est passé, là. Il y a une amélioration très tangible qui s'est créée. Donc, on peut, après ça, décider de retester ou d'ajuster et de modifier l'entraînement qui suit. Ouais, super intéressant. Yannick, je sais que tu pourrais plonger abondamment dans tous les aspects wattage, qui était moins le but de la conversation d'aujourd'hui parce qu'encore une fois, je vais parler de l'encadrement individuel. Merci d'avoir partagé ça. Si on va davantage dans les questions éclairs pour que les gens apprennent pas à te connaître, on peut se retirer quelques apprentissages de dernière minute rapidement en fin de conversation. Ma première question, c'est que si tu pouvais retourner en arrière et donner un conseil à toi-même, tu sais, peut-être un coureur à 22 ans, comme ce serait quoi le conseil que tu te donnerais? D'être patient, faire confiance au processus, je dirais. Le cyclisme, c'est un sport quand même à développement tardif. Il faut être capable d'accumuler un peu tout le volume, toutes les charges d'entraînement pour pouvoir nous amener progressivement à être capable de faire la charge qu'on a besoin pour être au plus haut niveau. Donc, patience, faire ses devoirs au day-to-day, puis faire confiance au processus. Ouais, super, bien, merci pour ça. Qu'est-ce qui va devenir un avantage compétitif en sport individuel dans 10 ans? Il y a beaucoup de choses qui se font en ce moment, beaucoup de recherches. L'altitude a été quand même très utilisée par les cyclistes dernièrement, dans les dernières années. Là, on entend beaucoup parler du heat training, l'entraînement à la chaleur. Il y a toujours quelque chose de nouveau qui s'en vient. Toujours une question de pouvoir, comment on peut faire pour optimiser encore plus. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Encore, la science est loin d'être au bout de ses surprises. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui s'en viennent pour le futur. Super. Puis, dernière question éclair. Si tu avais une croyance répandue sur l'entraînement en endurance que tu juges carrément fausse, ça serait quoi? J'ose croire que ça s'améliore. Mais moi, je pense honnêtement qu'en 2026, si un athlète sérieux intègre pas du travail de force dans sa préparation, je pense qu'il passe à côté de beaucoup de choses. Ça fait des années, moi, que j'y crois beaucoup. Je proviens un peu d'une philosophie quand j'étais athlète moi-même de travailler la force, le développement de la force maximale dans le but d'améliorer les performances faisait partie de mon entraînement. Donc, j'ai gardé ça comme coach aussi. Puis, la littérature scientifique en ce moment peut pas être plus claire là, que le développement de la force maximale donne des résultats non négligeables pour les sportifs d'endurance. Donc, je pense qu'il faut intégrer ça. Là. Moi, c'est la seule chose que les gens retiennent de la conversation, c'est qu'il faut faire plus de deadlift, plus de squat. Moi, je suis un gars heureux. Fait que je suis content que tu aies mis ça en fin de conversation. Le deadlift étant mon lever de prédilection quand je vais au gym. Donc, juste en terminant, merci de ta participation, Yannick. Merci de ta présence. Merci de tes commentaires élucidants sur plein d'aspects, autant au niveau de l'art que de la science. Pour les gens qui veulent te suivre ou travailler avec toi, comment est-ce qu'ils peuvent te rejoindre?
Mon site web, je pense qu'il est quand même très exhaustif, là, très clair. Cibleperformance.com. Ma philosophie, j'ai pris la peine quand même de bien écrire un peu ma philosophie, voir comment je travaille, un peu mon expérience, mes compétences. Donc, toutes mes coordonnées sont là. C'est vraiment, je pense, la façon la plus facile de me joindre. Super, ben on va mettre ça en bas de l'épisode, donc dans la description de l'épisode. Merci à toi d'avoir été là aujourd'hui. Merci à tout le monde d'avoir été à l'écoute d'un autre épisode de Temps d'arrêt. À toutes les auditrices et tous les auditeurs, merci d'avoir été là. Et vous qui êtes passionnés par le sport et qui cherchez constamment à atteindre l'excellence, j'ai une invitation exclusive pour vous. À tous les mois, j'envoie une infolette que vous trouverez nulle part ailleurs. À l'intérieur, vous avez l'accès prioritaire aux conclusions de mes recherches, aux articles les plus percutants que j'ai consultés récemment, à mes réflexions, aux idées avant-gardistes que j'explore, que ce soit sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans le sport, dans le coaching, ou bien dans les nouvelles méthodes d'enseignement et de pédagogie. C'est comme avoir une conversation privilégiée avec moi et mes collègues qui produisent du bon stock, où je vous guide à travers les idées qui façonnent l'avenir du coaching et du sport avant que ce soit répandu. Plus de 500 entraîneurs, leaders sportifs, dirigeants et consultants en performance reçoivent déjà ces réflexions exclusives. Alors, si les conversations de Temps d'arrêt vous inspirent et que vous voulez rester à l'avant-garde, rejoignez ce groupe select de leaders sportifs. Pour vous inscrire, rendez-vous sur coachfrankphd.com ou suivez le lien dans la description. Merci d'être avec moi dans cette quête de l'excellence sportive et on se retrouve au prochain épisode.